Hello, bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode où je reçois une invitée, Auria, que je suis très heureuse de recevoir sur le podcast pour vous parler d'un sujet qui, si vous écoutez le podcast depuis un moment, vous le savez, c'est un sujet qui me parle, c'est la dépendance affective et plus largement le fait de créer, d'attirer à soi une relation saine, comment le processus se crée pour pouvoir sortir un peu des schémas toxiques et pouvoir justement avoir un amour plus sain. Donc Auria est une experte sur le sujet, elle accompagne les personnes sur ces thématiques-là. Donc, je suis très heureuse de la recevoir. Et puis, ben, on va explorer ce sujet de la dépendance affective, des relations saines, des schémas toxiques dans lesquels on peut avoir tendance à rester et à répéter. Et on va avoir la perspective ben, d'une experte. Donc, Auria, je vais te laisser te présenter pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas. Je m'appelle Auria, je suis coach en développement personnel depuis 5 ans et particulièrement du coup experte en dépendance affective, relations toxiques. Donc j'accompagne les femmes et les hommes à sortir des relations toxiques pour apprendre surtout à construire des relations saines, à reprendre confiance en eux. Donc voilà, je fais ça depuis 5 ans et vous allez le voir, ce sujet me passionne, donc j'ai hâte qu'on en discute. Ouais, exactement. Et puis, tu as accompagné quand même pas mal de personnes, hein, il me semble que... Ouais. Ouais, là, on est presque à 350, je crois. Et énorme. On adore. Alors, bah, est-ce qu'on peut déjà, le plus basique, se définir qu'est-ce que la dépendance affective? Parce que c'est vrai qu'on en entend parler partout et sans trop savoir ce qu'on met derrière ça, en fait. Ça devient un peu un terme un peu valide, valise. Ouais, il y a un peu, enfin, je trouve que c'est devenu un peu à la mode, donc on entend un peu tout et n'importe quoi. Alors, la définition que j'ai lue à mes débuts et qui m'a le plus parlé, que je garde, c'est vraiment que c'est un trouble psychologique qui nous empêche de vivre par soi et pour soi-même. Je trouve que c'est ce qui résume le mieux. Après, à mon sens, c'est beaucoup plus complexe que ça et on peut pas résumer ça à juste un trouble psychologique parce que pour avoir accompagné autant de personnes que ça, je sais que voilà, enfin on va en parler, mais il y a beaucoup plus de subtilité et voilà. Mais c'est la définition que je donnerais et qui me semble la plus juste en tout cas. Intéressant, j'avais jamais entendu cette définition, ça me parle, ok. Et comment est-ce qu'on reconnaît qu'on est dans une dépendance affective? Est-ce qu'il y a des mécanismes avec toutes les personnes que tu as accompagnées qui sont assez courants, qui reviennent et qui se mettent en place et donc qui nous font dire qu'on peut parler de dépendance affective pour que les auditeurs peuvent s'identifier ou non dans cette case-là, entre guillemets? Alors justement, moi, je mets généralement pas les gens dans des cases parce que la dépendance affective, je pense qu'il faut un moment pour comprendre qu'on est vraiment dedans. Et j'ai pas envie que les personnes qui se disent ah bah non, c'est pas moi, en fait, se déconnectent complètement de ce podcast en se disant ça me concerne pas parce que ça va de pair avec l'hyperattachement. Donc la dépendance affective, pour moi, en fait, ça part de la douleur. J'aime bien partir de ça, de cette émotion-là qui revient dans toutes les relations où on a l'impression de s'attacher aux mauvaises personnes. Enfin, si je le dis un peu vulgairement, c'est ça. On s'attache aux mauvaises personnes, on souffre dans nos relations, on a l'impression que on n'y arrivera jamais, qu'on fait tout bien mais que ça fonctionne pas. Et derrière ça, pourquoi il y a ce mot de dépendance? C'est parce que on a un peu de mal avec la solitude. Moi, j'avais jamais capté ça. Parce que du coup, pourquoi j'en suis arrivée là aussi, c'est parce que je suis passée par là. Mais en fait, je me suis rendu compte avec le recul que toute ma vie, même quand j'étais, enfin à partir du collège, disons, j'ai toujours eu un crush, j'ai toujours eu envie de parler avec quelqu'un. Enfin, ça a toujours été présent. Et du coup, enfin, c'était le vrai déclencheur chez moi. C'était quand j'étais pas en couple avec quelqu'un, il fallait que j'ai un crush. Quand c'était pas un crush, il fallait que j'ai des gens avec qui parler. Donc on peut le reconnaître par ça. Je pense que ça va être plus des comportements et du coup des comportements d'hyper-attachement où on rencontre quelqu'un, on s'emballe hyper vite, on a envie que ça fonctionne, on voit la personne comme l'homme de sa vie. Enfin moi je me revois au collège avec mon crush à essayer de faire ma signature avec son nom de famille en disant peut-être que si un jour on se marie, voilà je change ma signature quoi. Et je raconte cette anecdote parce que je me dis mais quand même, enfin ça n'a aucun sens. Pourquoi faire ça, surtout à cet âge-là? Mais en fait, ça a démarré comme ça. Et je trouve qu'à l'âge adulte, en fait, c'est de plus en plus fort parce qu'on a de plus en plus envie de s'engager. On va vers les mauvaises personnes, en tout cas vers des personnes qui nous correspondent pas. Voilà, on se retrouve à être dans ces situations-là, généralement.
Ok, bah, en t'écoutant, je me dis, mais est-ce qu'on n'est pas toutes un peu comme ça, les femmes, à s'emballer? Parce que moi, je m'emballe clairement quand quelqu'un me plaît. Ouais, je vais avoir tendance à écrire des trucs dans mon journal, à me projeter de fou dans l'avenir et tout. Et est-ce qu'on n'est pas toutes comme ça? Non, on n'est pas toutes comme ça. Ok. On n'est pas toutes comme ça, mais on est entouré de beaucoup de personnes comme ça. Ça touche vraiment beaucoup, beaucoup de monde. Mais en fait, c'est ce que je dis à terme. Moi, je pense que sortie de la dépendance affective, je pense que j'aurai toujours un côté où j'aime m'emballer parce que je suis une grande rêveuse, en fait. Moi, et en plus de ça, même dans ma vie pro, par exemple, j'ai besoin d'avoir mon objectif pour réussir à me projeter, à me lancer. Donc, dans le couple, c'est pareil finalement. En fait, j'ai toujours eu envie de. Enfin, moi, je suis une amoureuse de l'amour. J'ai toujours aimé quelqu'un. J'aime le contact, j'aime le partage, etc. Donc, je vais avoir tendance à m'emballer. Par contre, aujourd'hui, ça me ferait plus souffrir si, à la fin d'un date, quelqu'un me dit, bah, en fait, non, on va pas se revoir. Mm. Alors qu'avant, vraiment, je mettais énormément d'enjeux et je pense que c'est ça la différence. C'est pour ça qu'on n'est pas toutes comme ça, parce on met pas toute la même intention dans une rencontre ou dans un date. Je le vois avec mes clients et clientes. Souvent, on va en date pas pour rencontrer quelqu'un et apprendre à connaître quelqu'un. On y va parce qu'on se dit, en fait, j'ai envie de me marier et donc potentiellement c'est toi. Donc l'enjeu est pas du tout le même. Ah, mais c'est tellement ça. Exactement. Et puis même le fait de se mettre sur les applis, c'est j'ai envie, j'en ai marre d'être seule, donc j'ai envie de rencontrer quelqu'un, de partager ma vie. C'est même pas pour aller à la rencontre de l'autre et créer du lien, c'est d'abord pour soi, pour ce qu'on ressent, le vide qu'on ressent et tout ça. Donc c'est vrai que l'intention est un peu, oui, pas forcément Ouais. au bon endroit. Et ça, j'en parle énormément, notamment avec les applications de rencontre, mais ça fonctionne pour tout. Mais je trouve que l'intention d'être sur les applications de rencontre, enfin, il faut qu'elle soit là, qu'elle soit saine et qu'elle soit juste, parce que sinon, honnêtement, enfin, je dis souvent ça de manière hyper crue, mais en fait, tu te retrouves à être sur tes toilettes, à swiper pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui te plaît, à faire ça dans le bus, à faire ça dans le métro. Enfin, en fait, t'imagines l'impact que ça a sur l'intention que tu mets à rencontrer quelqu'un alors que tu es juste en train de regarder des physiques. Enfin, tu vois, moi, je sais que j'ai été des années sur des applications de rencontres et toutes les années où mon intention c'était on verra bien ou j'ai besoin de combler ma solitude, mais ça c'était plus inconscient chez moi. Bah clairement, en retour, j'ai eu que des on verra bien. Et la fois où je me suis dit, en fait, là, ça faisait un moment que j'y étais plus et j'ai voulu m'inscrire en me disant, en fait, là, ça suffit, je vais me trouver mon mari parce que là, maintenant, c'est ce dont j'ai envie, je me sens prête à ça. Et bah, j'ai pu rencontrer quelqu'un avec qui j'ai vécu une longue histoire, alors qui n'a pas été toujours simple parce que tout n'était pas guéri. Mais en fait, je sais que mon intention, c'était celle-là, c'était de rencontrer quelqu'un qui allait s'engager, avec qui j'allais pouvoir avoir une belle histoire. Et ben, j'ai vu la différence, Mm. finalement. Ouais. Non, puis c'est parlant ton image, oui, c'est sûr que si je suis en train de chercher, entre guillemets, sans mettre trop de pression, mais l'homme de ma vie, en tout cas celui avec qui je veux me projeter sur du long terme et partager que je fais ça en swipant sur des toilettes, forcément là, quand on remet le contexte en place, c'est pas ouf, quoi. Ouais. Ok. Est-ce que quand on est dans la dépendance affective, on est forcément dans des relations toxiques? Alors non. Non, mais en fait, il y a plusieurs choses là qui se jouent. On peut ne pas être dans une relation toxique, mais malheureusement, on peut, par nos comportements, rendre la dynamique de la relation toxique. Parce que soit on est avec quelqu'un de sain, vraiment c'est le cas le moins fréquent, hein, parce que souvent, et on va le voir, on va aller vers des personnes qui vont venir valider notre dépendance affective. Mais si on a de la chance d'être avec quelqu'un de sain, qui a la patience de nous accompagner aussi dans nos insécurités, etc., on peut avoir tendance à foutre un peu le chaos dans cette relation, à être dans une dynamique d'auto-sabotage parce que on a une faible estime de soi, parce qu'on comprend pas pourquoi l'autre est là, parce qu'on pense que la personne de toute façon va finir par nous tromper, par nous quitter. Et donc, on va à terme la pousser vers la sortie et avoir des comportements toxiques. Et j'en profite vraiment pour dire, il y a vraiment une différence entre une personne toxique et avoir une relation toxique. Deux personnes saines peuvent entretenir une relation toxique. Donc, on peut être dans cette dynamique-là, mais on peut aussi... Enfin, en fait, on va parfois être avec des personnes, je dirais pas qui sont forcément dans un attachement sécure, mais qui sont OK, on va dire, mais qui elles-mêmes, en fait, ont pas envie de s'engager. Donc, ça va rendre la dynamique toxique parce qu'on va être dans l'autosabotage. En même temps, on va vouloir retenir la personne. La personne, elle en est pas du tout là. Donc, en fait, on n'est déjà pas sur les mêmes bases. Mm. Parfois, on se rend compte que, bah, comme je disais tout à l'heure, on est sur une application de rencontre, on rencontre quelqu'un qui nous dit, ouais, moi, je me prends pas la tête, on verra bien.
Nous, on se dit, bah, moi aussi, je verrais bien, mais on n'est déjà pas honnête envers soi parce que nous, ce qu'on veut, c'est rencontrer l'homme de notre vie, hein, vraiment, c'est souvent ça. Et du coup, là, déjà, de base, c'est pas sain parce que on va pas forcément dire que nous, on veut ça parce qu'on veut pas faire fuir l'autre. Donc, on va se cacher derrière, hein, je suis forte, moi non plus, je me prends pas la tête, etc., jusqu'à ce qu'on explose, qu'on monte notre vrai visage. Donc, en fait, faut se rendre compte que on met souvent la faute sur l'autre, et on rencontre aussi des personnes qui sont pas bien intentionnées, mais que malheureusement, via la dépendance affective, on a nous-mêmes des comportements toxiques qui poussent la relation à le devenir, et du coup, bah, ça, c'est voué à l'échec, en fait. Ouais, ouais, Donc, il y ouais. a plusieurs dynamiques qui peuvent se créer. C'est pour ça que souvent, on me demande, d'ailleurs, les personnes qui sont dans des relations viennent me voir bah, un peu frileuse en se disant, ouais, mais si je viens de voir, est-ce que ma relation, elle va se terminer? Est-ce que ou moi, je suis avec, même si moi, je suis avec quelqu'un de bien et pourtant, je suis dans la dépendance affective. Et quand je creuse, bah, en fait, on se rend compte que c'est toute la dynamique qui a été mise en place qui est devenue toxique au fur et à mesure. Bon, il y a aussi des cas où vraiment les personnes sont toxiques elles-mêmes, mais souvent c'est ça. Et en fait, bah, c'est très difficile de revenir à une relation saine parce qu'en fait, on a tout construit sur ces bases-là, quoi. Ah ouais, c'est important cette nuance que tu pointes sur le fait que deux personnes saines peuvent être ensemble, mais la dynamique peut devenir toxique. Parce que ça veut dire que si une relation ne fonctionne pas, et alors qu'on a l'impression que l'autre en face était plutôt sain et mature dans son attachement, ça ne veut pas forcément dire que nous, on ne l'était pas non plus, mais que ensemble, ça a pu aussi créer ce genre de dynamique. Exactement. En fait, on oublie souvent, et ça, c'est un peu pour moi, le paradoxe de la dépendance affective, c'est que on dit, moi, je donne tout, je pense aux autres, etc. Mais c'est pas totalement vrai. Je sais que c'est jamais agréable d'entendre ça, mais en fait, quand on est dans la dépendance affective, on veut une seule chose, c'est l'attention sur nous. Donc, en fait, même quand on se met en position dans la victimisation, etc., c'est pourquoi? C'est pour faire réagir l'autre, parce qu'on a besoin de cet amour-là. Et donc, oui, on peut se rendre compte que finalement, l'autre était sain, mais nous, non. Donc, voilà, on peut être dans cette dynamique-là et c'est important de se remettre en question. C'est important aussi de se dire, c'est pas parce que je rencontre quelqu'un de gentil et de sain que notre relation va fonctionner. Ça veut même pas dire qu'elle est toxique forcément, hein. Ça veut juste dire que, voilà, la dynamique ne fonctionne pas. Et surtout, on oublie, du coup, que on arrive tous les deux avec nos bagages, hein. Donc, toi, tu arrives avec tes besoins à toi, avec tes blessures, avec tes insécurités, mais en face, c'est pas le rôle de la personne initialement de prendre soin de tout ça. La Mm. personne, elle arrive aussi avec ses peurs, avec ses blessures, etc. Et parfois, ça fait pas bon ménage parce que si on n'a pas suffisamment travaillé dessus, bah en fait, il y en a un qui va fuir parce qu'on a un comportement ou un autre. Soit on fuit, soit on décide de s'accrocher. Donc, si on est face à quelqu'un qui va fuir, on se dit, bah voilà, c'est moi le problème. Encore une fois, j'ai tout fait foirer, etc. Mais si on est avec quelqu'un qui s'accroche, on a tendance à se dire, genre, non, mais attends, là, il y a vraiment un problème. Enfin, finalement, il faut se le dire, hein, quand on n'est pas encore revenu dans l'attachement sécure, ça va être difficile d'entretenir une relation complètement saine parce qu'il faut que les deux personnes soient dans la communication, que les deux puissent parler de leurs insécurités. Et c'est pas aussi évident que ça. Et même si je sais que ça peut faire peur ce que je suis en train de dire, c'est aussi rassurant pour les personnes qui ne sont pas dans des relations encore ou qui disent mais attends, mais c'est impossible de trouver quelqu'un qui communique, qui est mature émotionnellement et je sais à quel point c'est difficile. Mais en fait, si ça existe, simplement, bah, c'est sûr que ça se fait moins parce que c'est rare les personnes qui décident d'aller à l'intérieur d'elles. Mais elles existent en fait, ces personnes-là, et c'est en étant soi aussi, en parlant de ses insécurités, de ses peurs et de ses blessures, qu'on va pouvoir connecter avec ces personnes-là. Mm. Ouais, ouais. Ça me fait penser, j'avais entendu une fois une bribe d'un podcast où ça disait que finalement pour attirer, parce que comme tu dis, on voudrait quelqu'un qui ait de l'ouverture émotionnelle, qui communique facilement sur ce qu'il ressent, etc., etc. Et dans ce podcast, il disait, ben, soyez déjà cette personne. Et moi, ça m'avait fait grave écho parce que je me suis dit, ben, je reproche ça, 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 mais est-ce que moi, je l'incarne en fait? Et Ouais. la réponse était non dans une de mes dernières relations. Et je me suis dit, bon, il faudrait peut-être que moi aussi, j'attends du travail de l'autre, mais il faut aussi que je vienne creuser chez moi, quoi. Ouais, ça c'est très souvent le cas. Enfin, basiquement, je le dis à mes clients, ça, ah oui, mais j'attends qu'il s'ouvre, oui, mais il s'est pas ouvert, oui, mais je dis, mais toi, comment t'as agi, en fait? Mm. Moi, enfin, si je parle de ma relation sans rentrer dans les détails, je suis avec quelqu'un qui n'a jamais appris à communiquer, qui a grandi dans un environnement où on parle pas de ses émotions, ça n'a pas de place, etc. Mais en fait,
le fait que moi, je suis une over-communicante, donc dû à mon métier aussi sûrement, mais en fait, je lui laisse pas le choix. C'est-à-dire que il faut communiquer. J'ai instauré ça directement. Et même si au début, c'était un exercice hyper difficile pour lui, bah, le fait qu'il ait cet espace-là, bah, en fait, il a commencé à le faire hyper naturellement puisque moi, je le faisais. Donc, ça le sécurisait aussi. Mais c'est sûr que si toi, t'es fermé, tu veux pas montrer ta vulnérabilité, tu veux pas dire que la personne, elle te plaît, que tu as passé un bon moment, etc. Je dis pas, enfin, voilà, moi, je le fais même si on me le demande pas. Mais si la personne, elle a aussi ses peurs à elle, bah, en fait, on va jamais y arriver. Donc, c'est vrai que incarner cette personne-là, on va dire plutôt sécure, même si, enfin, moi aussi, hein, je suis sécure, mais j'ai quand même des insécurités. Enfin, on est humain avant tout. Si tu incarnes cette personne-là, la personne, elle se dit, waouh, en fait, je vais pas être jugée dans mes émotions puisque la personne en face, elle me parle de ses émotions, de sa vulnérabilité, de ses peurs. Donc peut-être que moi aussi, en fait, je vais pouvoir m'ouvrir de cette manière-là. Et en plus, si les personnes qui nous écoutent sont attirées par des hommes, c'est vrai que bah, socialement, ils sont quand même pas, enfin, on leur facilite pas la tâche avec le fait de s'ouvrir, le fait d'être quelqu'un de, voilà, de vulnérable, que ce soit considéré comme une force. Donc, je pense qu'on peut aussi avoir ce rôle-là, pas de sauveur et sauveuse, mais en tout cas d'accompagner la personne à pouvoir s'ouvrir aussi de cette manière-là. Mais pour moi, c'est hyper important d'incarner et en fait de vraiment savoir ce qu'on attend de l'autre et voir si on le fait aussi nous, quoi. Ouais. Ah ouais. Et après, je pense aussi que j'ai eu la discussion dernièrement avec un homme que j'ai rencontré via aussi des applis, sans rentrer dans ce détail parce que c'est un autre sujet, mais il y a quelque chose qui se passe où il y a eu des mouvements féministes qui ont tellement voulu prendre de la place que l'homme aussi s'est un petit peu effacé et on lui demande aujourd'hui d'être plus homme, d'être plus dans sa masculinité et à la fois, ben, pour avoir échangé avec plusieurs hommes, amis hommes sur ce sujet, ben, ils ont un peu peur aussi maintenant de parler, de prendre les devants, de faire des choses parce qu'ils ont peur des conséquences vu qu'il y a eu aussi beaucoup d'hécatombes à ce Complètement. niveau-là. Et je trouve Ouais, que ouais, c'est complètement. intéressant aussi de discuter de ça avec eux parce qu'ils disent, bah ouais, moi je sais plus comment réagir. Et il y en a même, ils me racontaient des exemples sur leur lieu de travail où je me disais, ça part loin, quoi. Ils osent même plus regarder, monter les escaliers en même temps qu'une collègue. J'ai eu cet exemple-là et tout. Je me dis, ouais, ça part loin, quoi. Ouais, ouais, complètement. Bah, moi, je sais que ça avait été le sujet avec mon copain dès les premières rencontres, où en fait, il me disait, bah, on sait plus si on doit payer au premier date ou pas, parce que sinon, ça veut dire quoi? Que je considère que t'es pas indépendante, mais en même temps, il y a des femmes qui aiment ça et qui le veulent, et c'est presque un red flag si on ne le fait pas. Enfin, en fait, on sait plus trop, et c'est sorti de sa bouche. Il m'a dit, en fait, on sait plus. Si on doit se montrer vulnérable, si c'est vu comme une force, si c'est vu comme être faible, enfin, on n'arrive plus vraiment à se positionner. Est-ce que les femmes ont envie d'hommes qui prennent les devants, qui soient à l'initiative d'organiser des choses, ou au contraire, elles ont envie de tout contrôler? Enfin, c'est hyper difficile aussi de trouver cette place-là. Et je pense que c'est pour ça que d'abord, il faut trouver l'équilibre à l'intérieur de soi. Moi, je pense que j'étais beaucoup dans le contrôle aussi, mais voilà, la dépendance affective, ça va un peu avec, hein. Mm. Et c'est parce que j'ai retrouvé l'équilibre que finalement je suis avec quelqu'un qui, lui aussi, je pense, est dans son équilibre et donc ça fonctionne en fait. Ouais, 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 ça fait sens, bah oui. Mm. Ok. Du coup, à quoi ça ressemble un schéma relationnel pardon, qui est dit toxique? Quels sont un petit peu si on prend vraiment sous le prisme de la dépendance affective, genre j'ai de la dépendance affective, c'est quoi un petit peu les indicateurs, les red flags qui vont nous montrer qu'on est bien dans ce type de schéma-là et comment ça va se refléter en fait dans une dynamique relationnelle? C'est hyper intéressant que tu poses cette question parce que en fait, moi, je vais répondre bien sûr avec mon œil de coach, mais inévitablement avec mon œil de femme aussi. Et en fait, je me rends compte que beaucoup de personnes qui sont dans la dépendance affective, et ça, c'est sorti de la bouche de mes clients hommes, beaucoup, en fait, j'ai plus de référentiel. Qu'est-ce qui est toxique? Qu'est-ce qui l'est pas? Quand je redémarre une relation, est-ce que ça, c'est normal que je pense ça, que je ressente ça, etc. Et donc, déjà, je pense qu'avant toute chose, il faut se demander ce qui est juste pour nous dans une relation ou pas. Parce qu'en fait, moi, les limites que je vais avoir dans une relation ne seront pas les mêmes pour tout le monde. Mais il faut en avoir. Je le dis parce que j'ai rencontré des femmes, beaucoup, qui m'ont dit, en fait, moi, j'ai pas de limite. Enfin, la personne, elle peut tout me faire. Donc déjà, c'est important de savoir quelle est juste la base de notre cadre relationnel et de savoir bah, quelles sont mes limites à moi, à partir de quand je considère que ça, c'est de l'infidélité, à partir de quand j'ai l'impression qu'on me manque de respect,
Après, ça peut être sur des trucs beaucoup plus quotidiens, j'allais dire. Est-ce que c'est OK pour moi que la personne, elle m'écrive pas pendant 24 heures, 48 heures? Est-ce que c'est normal pour moi que la personne, elle danse avec d'autres personnes? Enfin, en fait, il faut vraiment se questionner sur toutes ces choses-là. D'ailleurs, je suis en train de créer voilà, une petite offre comme ça pour se poser les bonnes questions. Euh, Parce que, en fait, avant toute chose, personne ne peut, enfin, on peut juger d'une relation si elle est toxique, mais en fait, ça part de quoi? Ça part souvent de l'état et la douleur d'une personne. Moi, je sais que certaines de mes relations étaient toxiques parce que clairement, pleurer quand j'étais avec la personne ou pleurer quand elle n'était pas là, me sentir mal, ne pas me sentir respectée, me sentir stressée tout le temps, ça veut dire qu'il y avait quelque chose dans la relation qui était toxique pour moi. En fait, si une relation elle est insécurisante, ça devient déjà toxique pour moi, en fait. Si je me sens pas bien, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est au-delà de juste qu'est-ce qui est toxique, qu'est-ce qui ne l'est pas. C'est si moi je me sens pas bien dans une relation, si je me sens pas respectée, si ça je trouve que ce comportement il est pas OK, c'est déjà que c'est toxique pour moi parce que si j'endors pas la nuit, que ça me prend la tête, c'est déjà que je suis en train d'en faire pâtir ma santé mentale. Et à partir de là, pour moi, c'est plus juste. Parce que tu vois, dans mon métier, je peux pas juger mes clientes. C'est-à-dire que j'ai des clientes qui sont parfois dans des situations graves ou difficiles. Bah, en fait, c'est pas à moi d'évaluer, sauf quand il y a vraiment une situation de danger, d'évaluer si elles sont bien ou pas. C'est-à-dire que chaque personne décide, la personne avec qui elle a envie d'être et de vivre. Par contre, ce à quoi j'amène mes clients, c'est vraiment pose-toi les bonnes questions de est-ce que là, tu as envie de passer tout le reste de ta vie à te sentir comme ça? Et si la réponse est non, c'est que déjà, t'es pas au bon endroit, en fait. Tu vois, donc la toxicité, je peux pas en faire un truc général, mais vraiment de se poser la question de, en fait, est-ce que je suis aussi, mais indépendamment de cette personne, enfin, pas quand on est ensemble, parce que ça, quand on est ensemble, on trouve toujours le bonheur, hein. Ha, 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 on rigole, on se fait des câlins, c'est trop cool. Mais quand la personne, elle passe la porte, moi, je me souviens que dans mes relations, mais beaucoup trop de relations d'ailleurs, quand ce mec passait la porte de chez moi, mais je me retrouvais chez moi en me disant, mais je sais même pas si je vais le revoir et je sais même pas quand ça va être et je sais pas où j'en suis. C'est pas normal en fait que je me sente comme ça. Et donc, tu vois, pour terminer vraiment ma réponse pour aller jusqu'au bout, je pense que c'est important aussi de se dire si j'ai trop de questions, c'est que déjà c'est pas sain. Et là, on est peut-être responsable. On pose pas les questions, mais du coup, ça devient toxique pour soi. Si on est là en train d'attendre le message, on prend notre téléphone, etc. Pourquoi on se sent comme ça en fait? Ben, en t'écoutant, ouais, je me dis c'est quand même très lié à la sécurité, Bien mais sûr. la sécurité intérieure, parce que j'ai fait du chemin là-dessus. Alors moi, j'ai clairement été dans la dépendance affective. J'ai beaucoup travaillé sur la sécurité, ma propre sécurité, et je vois aujourd'hui que ben, je ne me suis pas non plus fermée aux rencontres, et quand j'en fais, je pose mes limites beaucoup plus facilement et rapidement. Tu vois, là, quand tu parlais tout à l'heure de les gens qui disent, moi, je me prends pas la tête, on verra bien tout ça. Avant, ok, je l'écoutais, maintenant, c'est, bah écoute, si, moi, je me prends la tête, faut se prendre la tête des fois dans la vie. Je suis pas Mm, à la mm. cool, tout va bien. Forcément, je m'emballe un peu, je vais me projeter un peu, et ça fait partie de mon processus. Donc, ça, j'ose le communiquer maintenant, ce que je faisais pas avant, parce que je mettais un masque pour absolument être acceptée, pas rejetée et tout ça. Mais du coup, il y a un peu le vide, le temps que de tirer les bonnes personnes, parce qu'elles courent pas les rues, j'ai l'impression. Donc du coup, bah ouais, je pose mes limites, mais ça, je fais face à aussi beaucoup de frustration, parce que du coup, bah, les personnes en face sont pas prêtes à adhérer à certaines choses, ou alors c'est pas dans le respect de mes valeurs. Et c'est dur en fait de poser ses limites, parce que c'est accepter de se retirer de l'équation. Alors qu'on peut être attiré, une partie de nous attirée par la personne, mais on sait qu'il faut pas y aller parce que ce serait pas OK, enfin, tout ce que tu dis, tu vois. Donc c'est pas évident quand on est de l'autre côté aussi. C'est sûr que c'est pas évident. Enfin, moi, je prône pas du tout la guérison, tu vois, en un claquement de doigts. Ça demande du temps. Ouais, clairement. Mais en fait, je dis souvent ça à mes clients. En fait, il faut que à un moment, tes valeurs, tes limites, etc., prennent plus de place que la peur. Tu vois, donc plus tu vas le faire, moins ça te fera peur. Et il faut vraiment comprendre son pourquoi aussi. Je pense que c'est hyper important de se dire en fait pourquoi j'ai été aussi attirée par les mauvaises personnes. Ça, je pense à beaucoup de femmes que je rencontre et qui me disent, ben, en fait, la réalité, c'est que moi, j'ai envie d'avoir des enfants, moi, j'ai envie. Donc, il y a un côté, bah, je vais rester, même si c'est pas terrible, terrible, mais c'est pas non plus horrible, donc je vais rester dans cette situation-là. Donc, on veut pas poser ses limites parce qu'on n'a pas envie de recommencer, etc. Mais est-ce que ton pourquoi, c'est juste d'avoir un enfant ou est-ce que ton pourquoi, c'est construire une famille, faire un enfant dans l'amour avec quelqu'un qui va
vraiment prendre sa place de père, qui va prendre sa place de partenaire, etc. Et en fait, moi, je pense que c'est ce qui a fait vraiment un switch. Enfin, j'ai terminé, on va dire, ma guérison à ce moment-là, quand je me suis séparée et que je me suis dit, mais, enfin, oui, et je l'aimais encore, hein, et pourtant, mais je me disais, je ne peux plus me sentir comme ça. Et je savais au fond que si j'avais fait un enfant avec cet homme-là, ça n'aurait pas été la relation de mes rêves. Et Mm. donc, je me suis dit, là, maintenant, enfin, il y a d'abord eu la période de je ne veux plus jamais entendre parler des hommes, c'est fini. Et puis après, il y a eu, bah, en fait, peu importe le temps que ça prend, mais si un homme rentre dans ma vie, ce sera un bon partenaire d'abord pour que je puisse envisager que ce soit bah, un bon partenaire dans ma maternité, puis un bon père, donc ça, je pense qu'on le découvre sur le moment, donc on peut pas avoir tous les critères. Mais en fait, mon pourquoi, il était trop, trop fort. Je ne voulais plus, je me disais, mais attends, depuis petite, justement, quand on est dans la dépendance affective, là, depuis petite, on s'imagine enfin, je raconte ça parce que moi, j'ai aucun problème à dire dans quel état j'étais, mais je me souviens, je me demande même si j'étais pas avec mon ex, mais on était dans une relation à distance, mais je me souviens être dans mon lit et imaginer qu'il y ait quelqu'un à côté de moi et en fait, imaginer que cette personne, elle puisse me faire une déclaration d'amour comme jamais j'en ai entendu. Et en fait, après coup, je me dis, mais enfin, je pouvais pas imaginer ça dans mon lit et me retrouver avec le premier tocard du coin qui saura pas exprimer ses émotions. C'est pas possible. Et en fait, bah, c'est arrivé dans ma relation actuelle. J'ai pleuré parce que je me suis dit, mais en fait, ça y est, ça existe, quoi. Mais pas, enfin, je me dis, on peut pas, on doit se faire honneur aussi, même si ça demande du temps. Je pense à ma sœur qui, voilà, hein, a attendu 40 ans avant que son grand amour arrive, mais elle le dit. Et j'ai plein de copines dans ce cas-là qui ont rencontré l'amour à bien après 35 ans et qui me disent, mais en fait, là, je suis tellement bien que s'il fallait refaire le chemin comme ça, je l'aurais fait de cette manière-là. Donc, comme je dis souvent, je souhaite aux personnes de rencontrer l'amour, on va dire, le plus tôt possible, mais finalement, on le rencontre aussi quand on est vraiment prêt à l'accueillir et quand on sait exactement ce qu'on veut. Ouais, tellement. Ça, c'est tellement la question, mais est-ce que tu as de la place finalement pour ça? Et quand la réponse est encore non, tu dis putain, j'ai encore pas fini mon travail. C'est ça. Et ça, franchement, c'est hyper dur de devoir l'admettre et de se dire, mais en fait, qu'est-ce que j'ai encore à travailler là pour que la personne, elle puisse vraiment arriver et que moi, enfin, moi, je pense que c'était moi, je puisse l'accueillir. Je puisse accueillir quelqu'un qui ait envie de prendre soin de moi. Et pas seulement accueillir quelqu'un de qui je vais prendre soin, parce que ça, il y en a eu plein. Et je le disais hier à une cliente, je disais, mais enfin, quand je vois les hommes que j'ai fréquentés, avec qui j'étais même pas en couple, mais pour quelle raison ils auraient arrêté la relation? Je dis bien sûr, en fait, qu'ils revenaient parce que en vrai, j'étais une meuf super, j'étais gentille, je leur faisais à manger, le sexe était super, on passait un bon moment. Et ils faisaient tout ça, enfin, ils avaient tout ça sans jamais avoir besoin de s'engager. Donc pourquoi ils auraient fait un effort de plus? Tout Oui, ça, oui, en fait. effectivement. Donc le jour où je me suis dit, bah non, en fait, là maintenant, j'ai envie qu'on prenne soin de moi, bah, j'ai rencontré cet homme-là qui partage ma vie. Et lui, mais il a changé ma perception. Et je pense que ça m'a donné encore plus d'aplomb dans mon métier parce que je me suis dit, mais en fait, ça existe. C'est pas, enfin, lui, je le trouve exceptionnel, mais c'est pas le seul et l'unique sur Terre qui agit comme ça. C'est pas possible. Donc, et au début, tu te dis, c'est parce que c'est le début, mais en fait, ça fait plus de 2 ans et il est toujours comme ça. Donc, ça existe. Et il existe encore parce que je n'ai jamais, jamais baissé mes standards. Et il me le dit encore aujourd'hui. Il me dit, je sais que tu me laisses rien passer. Je sais que tu ne baisseras jamais ce qui est important pour toi, même si j'ai de la souplesse sur plein de choses. Mais il y a des choses où c'est impossible. Et il le sait très bien. Il sait très bien où il a mis les pieds. Mais parce que je me dis, en fait, c'est ce que je veux pour moi. Et mon pourquoi est encore plus fort que ça parce que j'ai envie d'avoir des enfants. Et je me dis, si demain que j'ai un garçon ou une fille, je veux que ce soit ça, Mm. leur exemple et leur minimum. Ouais. Bah ouais. Non, mais c'est bien, c'est un beau chemin. Et ça donne de l'espoir. À ton avis, pourquoi on a tendance à être toujours attiré par les mêmes types de personnes ou de dynamiques relationnelles? Je pense que c'est aussi un peu lié au style d'attachement, j'imagine. Est-ce qu'il y a des facteurs communs dans toutes les personnes que tu as accompagnées par rapport au vécu dans l'enfance, les blessures avec le père ou la mère? Ouais. Il peut y avoir plusieurs profils. J'aurais quand même tendance à dire qu'il y a
il doit y avoir une blessure avec un des deux parents. Et moi, je m'en suis pas rendu compte avant cette année, hein, quand même. Donc, je dois admettre que ça peut mettre du temps. Oui, il y a souvent, pour les femmes, une problématique avec le père. Ça, j'ai beaucoup vu. Pas tant l'inverse. Mm. Mais j'ai beaucoup quand même observé ça, besoin de validation et donc du coup aller chercher la validation chez les hommes. Et moi, je m'en étais vraiment jamais rendu compte. Et j'ai eu des clientes qui me disaient, mais moi, mon père, mais non, on s'entend trop bien, on a une trop bonne relation, ce qui est mon cas aussi. Enfin, et justement, il y a peut-être quelque chose à chercher là-dessus parce que moi, je disais toujours, mais moi, mon père, je l'aime tellement, moi, mon père, enfin, je suis vraiment une fille à papa. Mais en fait, je me suis rendu compte que derrière ça, il y avait quand même voilà, des choses à aller travailler et du coup que j'allais sûrement chercher quand même quelque chose dans mes relations. Donc il y a ça et puis il y a quand même des abandons stricts hein, quand les parents, là je mets vraiment les deux, quand il n'y a pas de... Enfin quand il y a ouais, une absence en tout cas dans l'éducation émotionnelle, quand même les parents sont là, mais quand... Enfin ils sont là mais ils sont pas là, ça c'est les paroles de mes clients, hein, bah ça joue énormément aussi. On va aller chercher en fait une sorte de réconfort dans nos relations. Et puis, on s'est quelque part senti abandonné. Donc, bah, on va, dans nos relations, on va aussi avoir du mal à laisser partir les gens. On va s'accrocher de toutes nos forces. On peut développer aussi enfant, si nos parents sont très exigeants, un espèce de syndrome de la petite fille parfaite, du petit garçon parfait. Et donc, bah, dans les relations, ça va donner des personnes qui veulent pas faire de vagues. Enfin, voilà. Donc, ça, c'est le comment on se comporte. Et du coup, on va être attiré par des personnes qui, malheureusement, vont venir valider toutes les croyances qui vont avec ça. On a une faible estime de soi, donc on va avoir du mal à vouloir être avec des personnes qui correspondent à tous les standards qu'on a vraiment. Parce qu'il y a un côté, bah, en vrai, je mérite pas mieux que ça. Mm. Ouais. Même si c'est pas toujours conscient, hein. Mais Ouais, c'est un peu ça. ouais. Et aussi, je vais juste terminer avec ça, je pense que, enfin moi je disais toujours que j'aime bien les mecs un peu torturés, parce que j'avais un gros syndrome du sauveur, donc si tu avais deux, trois petites galères, je pense que ça m'attirait pas mal, voilà, parce que en fait j'avais besoin de me sentir utile, mais encore une fois, hein, c'est un problème de validation, c'est si je me sentais utile, bah, j'allais me rendre indispensable, et si je me rendais indispensable, alors tu pouvais pas te passer de moi, et donc tu n'allais pas m'abandonner. Donc ça peut être aussi ça, le Ouais. mécanisme. Ok. Mm. Ok, oui, ça fait sens. Ouais. Comment on peut évaluer selon toi ce qu'est une relation saine? Qu'est-ce qui peut nous indiquer justement que là, ouais, c'est bon, on est dans une relation saine? Alors, déjà, je vais te dire ce qui n'est pas une relation saine. C'est parce que parfois, on a l'impression qu'après le chaos, on rencontre quelqu'un de gentil, qui a des bonnes intentions et donc on va vouloir à tout prix rester dedans. Mais je le vois, hein, j'ai des clients donc du coup qui ont fait un bout de chemin, mais il y a toujours ce truc de: «Mais en même temps, je m'ennuie, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même toujours un truc qui va pas». Alors, c'est pas parce que quelqu'un est gentil qu'on est obligé d'être avec, même si souvent on passe par cette relation parce que ça permet d'apaiser, ça permet de guérir finalement et de réparer une part de nous. Mais, il faut pas se forcer à rester avec quelqu'un pour qui on ressent pas grand-chose juste parce que la personne, elle est gentille. Voilà, mais une relation saine, pour moi, c'est tu le disais tout à l'heure, ça va avec la sécurité. Enfin, moi, je pense que j'avais plein de critères et que le critère dont j'avais pas forcément conscience, même si évidemment j'avais envie de me sentir bien, mais c'est le premier truc que je ressens et que je ressens chaque jour depuis 2 ans, c'est ma sécurité. C'est-à-dire que c'est une relation dans laquelle il n'y a pas de zone de flou. Les choses sont dites, on ose poser les questions, on ose parler des sujets difficiles. Une relation saine, c'est une relation dans laquelle on se sent bien traité, et c'est pas parce que, j'allais dire, c'est pas parce qu'une personne nous traite bien qu'elle nous traite pas mal. Ça aussi, il faut faire attention parce que bien traiter, ça dépend de notre perspective, hein. Donc, je parle de quelqu'un qui nous traite vraiment bien, qui essaye de vraiment faire en sorte qu'on soit bien, qui fait le nécessaire pour on se sente toujours en sécurité. Pas juste quelqu'un qui est là et qui nous fait pas trop douter. Ouais. Donc pour moi, ça, c'est important. Puis une relation saine, c'est une relation, encore une fois, où c'est fluide. Enfin, pour moi, vraiment, ce truc de zone de flou, parce que je le retrouve beaucoup chez mes clients, en fait, ceux qui sont dans des relations et qui manquent clairement de clarté. Mm. On me pose des questions parfois: «Oui, mais comment je peux savoir s'il a envie de se projeter?» Mais déjà, si on se pose ces questions-là, voilà. C'est comme, voilà, si on écoute un de mes podcasts et que, enfin, on écoute le podcast, comment savoir si on est dans une relation saine ou toxique? Déjà, si tu te poses la question, c'est qu'il y a forcément des éléments qui te disent que tu es pas forcément dans une relation saine.
Ouais. Après, une relation saine, c'est aussi une relation où il y a des désaccords, mais ça, ces désaccords, il faut qu'ils amènent à des ajustements. Il faut pas que ce soit des désaccords où la personne après te demande pardon et finalement ça recommence à l'infini. Ça, c'est de la manipulation. Ouais. Donc pour moi, c'est des choses auxquelles il faut faire attention. Mais je sais pas, avant on me disait, en fait, tu sauras quand tu es dans une relation saine. Il y a un truc que tu sais, moi je le ressens vraiment comme ça là. Mm. C'est-à-dire que je me suis pas demandé si j'étais dans une relation saine. C'est que j'ai rencontré cette personne, j'étais hyper vigilante au début. Je lui disais toujours, aujourd'hui tu es Aladdin, mais peut-être que demain tu peux être Jafar. Et je lui ai dit ça pendant très longtemps, pendant plus d'un an. Il me disait, bon, bah quand même, peut-être qu'au bout d'un moment, enfin, quand même, je serai un très bon acteur. Mais j'étais très vigilante. Et en même temps, c'est vrai il y avait rien qui tu vois, qui me donnait le sentiment d'être en insécurité. Et puis, si je me sentais en insécurité, bah, j'en parlais. Et puis, en fait, c'était OK. C'était accueilli. Enfin, c'est OK de se sentir en insécurité. Mais voilà, une relation saine, pour moi, c'est aussi un espace où il y a la possibilité de communiquer ses émotions. Je reçois trop de personnes qui me disent oui, mais mon ex, si je lui disais que je me sens pas bien, il soufflait. Si je lui disais que j'avais besoin de lui parler, il levait les yeux au ciel. C'est pas normal. Autant on peut avoir son propre référentiel, mais il faut le savoir, quand on a été dans la dépendance affective, on ne peut pas se demander d'être détaché. On ne sera pas ces personnes-là. Ouais. Donc, il faut aussi aller vers des personnes qui correspondent à qui on est aujourd'hui, aussi avec nos insécurités. Ouais, et ce qui est intéressant dans ce que tu as dit dans ta relation, c'est que tu es resté un long moment sur la défensive, en hypervigilance, et il y a eu de la constance en face, la personne, elle est restée. Donc, tu as eu l'espace pour être toi-même, parce qu'on pourrait avoir tendance à se dire, je pense l'avoir vécu moi-même, à se dire, ouais, mais là, c'est moi qui est en train de tout auto-saboter, et on commence à douter, on se dit, la personne, elle va se lasser d'entendre toujours les mêmes choses, il va pas y avoir la constance de vouloir percer, entre guillemets, la carapace et tout ça. Et là, tu as l'air d'avoir été avec quelqu'un qui a continué, continué, et ça, c'est Ouais, bien. ouais, mais parce que j'étais moi dans la vigilance, mais j'étais pas, en fait, je ne lui faisais pas payer mes insécurités. J'étais pas dans un truc de doute où j'étais pas en train de lui dire, oui, mais de toute façon, tu vas me faire ça, oui, mais de toute façon, c'est sûr que tu vas partir. J'étais pas du tout dans ce truc-là. Je restais juste moi en observation parce que je pense que pendant un temps, ça m'a rassurée de l'être, en fait. Mais en soi, enfin, pour moi, c'est comme, enfin, dans une relation, on peut pas se dire, bah, je te connais pas, j'ai pas confiance en toi, et tout ce que tu vas faire, ça va faire monter la confiance. Moi, je partais du principe que il m'avait rien fait, le pauvre, il avait rien demandé, donc j'avais confiance en lui. Et si jamais à un moment il faisait quelque chose qui sortait de mon cadre, bah là, ça allait plus le faire. Mais en soi, il a été constant dans tout, en fait. Il n'y a jamais rien qui a changé depuis 2 ans. C'est son comportement du début, c'est son comportement d'aujourd'hui. Et de toute façon, il sait très bien que si à un moment il y a de l'inconstance, je lui ferai savoir. Tu Mm. vois, mais il faut aussi être. Enfin, je pense qu'il faut être vigilant à ça, tu vois. Enfin, je pense que lui, il a toujours accueilli mes insécurités, mais parce que finalement, c'est toujours les mêmes qui reviennent, parce que j'ai travaillé sur tout le reste, il y a juste des trucs qui restent. Mais enfin, on oublie aussi que la personne que vous allez rencontrer, elle a aussi des insécurités. Ouais. Donc moi aussi, je l'ai accompagné. Donc il n'y a pas eu ce truc où il a persévéré, tu vois. Même là, quand tu me le dis, je me dis, il y a cette croyance-là que l'autre va persévérer, va rester. Mais enfin, attends, je lui apporte des trucs super aussi, tu vois. C'est vrai. Il a pas, enfin, il n'est pas en train non plus de se battre pour rester avec moi. Non, tu vois, je lui apporte des trucs. Enfin, il est, il est hyper heureux aussi. Donc finalement, on sait que quand on rencontre quelqu'un, enfin, toi, tu n'auras aucun problème et toutes les personnes qui nous écoutent, on n'aura aucun problème à accueillir quelqu'un qui a ses peurs, ses insécurités, ses blessures. Donc pourquoi on ne comprend pas que la personne en face, elle doit faire la même chose? C'est vrai. Ouais. Exactement. Tu vois, et puis Ouais. j'allais te dire, il n'a pas percé de carapace parce qu'il a tout eu sur la table, hein, direct. Donc il n'y a pas eu de trucs cachés. Enfin, parfois, j'avoue, je dis ça, parfois il m'appelle Carapuce parce qu'il dit que tout d'un coup, je peux mettre ma carapace, mais pour plein d'autres raisons, tu vois. Mais je pense que c'est juste un échange, en fait, entre deux humains. C'est normal qu'on ait chacun nos bagages émotionnels et on doit composer avec. Et si tu veux pas composer avec le mien, bah, libre à toi, hein. Mm. Et ça m'a parlé aussi quand tu disais, des fois, voilà, on tombe un peu sur la relation avec le gentil et puis on s'ennuie, etc. Clairement, j'ai eu ça et j'en parlais souvent avec une amie en faisant le parallèle de, bah, en fait, on est habitué au chaos depuis qu'on est petite parce qu'on a vécu dans des univers chaotiques qui changeaient tout le temps, etc.
Et donc, du coup, quand une relation est calme, que ça démarre doucement, que t'as pas les fameux papillons, que... En fait, je me demande, en fait, est-ce qu'on peut avoir de la passion dans une relation saine? Est-ce que c'est Ouais. pas compatible? Et du coup, parce que moi, j'associe vraiment le truc de, ouais, ben, c'est calme et tout, c'est cool, donc ça doit être sain et je dois rester dedans, mais en même temps, je me fais profondément chier pour parler vulgairement. Et donc, du coup, c'est peut-être pas ça qu'il me faut. La ligne est Tu peux fine. avoir de la passion dans une relation saine, mais encore une fois, c'est par quoi et enfin, de quoi résulte cette passion-là? Tu vois, parce qu'en fait, la passion, enfin, moi, je fais vraiment une différence entre cette passion et cette obsession. Et en fait, c'est souvent ça qu'on va chercher, c'est hormonal. C'est parce que la personne, enfin, tu vois, elle te fait stresser parce qu'elle te donne pas de nouvelles, ça te met un shot de cortisol, et puis tout d'un coup, elle te donne un petit peu d'attention, donc ça te fout un shot de dopamine, et ça crée l'obsession. Ça, c'est pas sain. Par contre, je suis convaincue que la passion, elle peut aussi venir au fur et à mesure, en apprenant à connaître quelqu'un, en aimant quelqu'un, tu vois. Donc, en fait, il faut comprendre ce qu'on recherche dans la relation. Et en même temps, est-ce que ta perspective, tu vas décider que ce soit bah, c'est calme, donc je me fais chier, ou est-ce que c'est calme et réconfortant? Parce que ça peut aussi être ça, tu vois. Ça peut te faire flipper, mais tout en ayant un côté, tu vois, en même temps, je suis pas très à l'aise, c'est inconfortable parce que je connais pas. Et en même temps, ça me fait du bien de retrouver ce calme-là. Comment la personne, elle peut devenir ma safe place. Moi, je pense que, tu vois, dans ma relation actuelle, il faut savoir que, enfin, j'aimais encore mon ex, hein, je sortais de cette relation. Là, cette rencontre-là, elle n'était pas du tout prévue. Enfin, elle m'est un peu tombée dessus. Donc, après, je partais en Thaïlande pour m'installer. Enfin, rien n'était fait pour que cette relation dure initialement. Et en fait, donc il y a eu plein de questions et je pense que moi, en plus, je mettais un peu de frein. J'étais avec quelqu'un de gentil, il y avait encore l'autre dans la tête. Je me disais, mais enfin, qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Et en fait, vraiment, j'ai senti que j'avais appris à aimer mon copain. Vraiment, j'ai appris à l'aimer. Après, je m'ennuyais pas parce que, en fait, enfin, il faisait tout pour que je m'ennuie pas aussi. Donc, c'est pour ça que je dis, il faut pas non plus rester si tu trouves pas la personne intéressante, mais il faut se demander ce que tu trouves pas intéressant chez la personne, tu vois. C'est est-ce que justement c'est que le calme ou est-ce qu'en fait on n'a pas d'intérêt commun, on n'a pas envie de faire les mêmes choses, on voit pas la vie de la même manière, ça c'est totalement possible aussi. Et en fait, moi, la passion, elle est venue quand, enfin, en fait, si je suis honnête, pourquoi je suis tombée amoureuse de cet homme-là, c'est parce que très vite, enfin, nous on a habité ensemble, on s'était vu 15 jours, hein, donc faut imaginer que le truc a été hyper, hyper vite. Enfin, ça s'est étalé sur plusieurs mois, mais du coup, je suis tombée amoureuse d'un homme qui, au date, me disait, écoute, voilà, t'as envie de quoi? Mais je te dis pas où on va. Donc en fait, qui prenait à la fois les devants, mais qui prenait en compte mes besoins. Puis après, ça a été des petites surprises qu'il organisait parce qu'il avait retenu que je lui avais dit un truc. Puis après, je suis quand même partie en Thaïlande. Et finalement, quand j'étais en Thaïlande, ça a été très vite où il m'a dit, écoute, si tu décides de revenir un jour, tu peux t'installer chez moi le temps de trouver un appartement. Et puis finalement, ça a été, mais tu sais, tu peux aussi t'installer chez moi. Et en fait, son engagement et son envie d'être avec moi m'a aussi porté là-dedans, là où j'avais peur, en fait. J'avais peur, moi, de tout gâcher parce que bah, j'étais pas encore tout à fait remise. Mais c'est ça, en fait. C'est sûr que si tu es avec quelqu'un qui est gentil, qui coche les cases, mais qui t'embarque pas dans le truc, qui prend pas d'initiative, tu vois, où c'est toujours toi qui dois faire le job, en fait, il a beau être gentil, tu vas Mm. t'ennuyer. Par contre, si c'est quelqu'un de gentil, où tu te dis, ouais, peut-être je dis n'importe quoi, mais physiquement, oui, je le trouve mignon, mais c'est pas, tu vois, parce que nous, les dépendants affectifs, on a vraiment le don d'aller chercher des frappes atomiques, voilà, qui nous foutent dans la merde. Ça, c'est vraiment, c'est réel. Et en fait, du coup, quand on a quelqu'un qui est un peu moins notre style, on est un peu genre, je sais pas, tu vois. Donc, en fait, il faut aussi aller peut-être, tu vois, derrière ça. Mais c'est vraiment, qu'est-ce que la personne, elle m'apporte, tu vois, comment je me suis sentie avec cette personne-là. Moi, c'était ça, en fait. Je me disais, purée, pour la première fois de ma vie, j'étais une princesse. Et je me suis dit, en fait, ça, les 15 premiers jours, je me disais, bah, franchement, je vais prendre parce que ça me fait du bien. Puis finalement, je me disais, mais attends, ta vie, ça peut être ça, en fait. Ouais, Et c'est ce que je veux, tu vois. Donc, ouais, pour moi, c'est vraiment faire la différence entre est-ce que il est juste gentil et voilà, j'ai pas envie. Enfin, j'avais une cliente qui me disait un jour, bah en fait, j'ai rencontré un mec gentil, mais j'avais pas envie de lui tenir la main, j'avais pas envie de l'embrasser, j'avais pas envie, bah te force pas en fait. Enfin, on n'est pas là pour ça, tu vois.
C'est pas Mm. ça le but. Ouais. C'est pas de se forcer, c'est vraiment de se dire, en fait, à un moment, je vais rencontrer quelqu'un de gentil qui va juste me donner envie de le voir encore, puis peut-être qu'à un moment, je vais me rendre compte que finalement non, mais pour l'instant, j'ai envie aussi de me dire que je mérite ça. Ouais, ok, hyper intéressant. Ah ben, du coup, on va un peu terminer là-dessus. Qu'est-ce qui nous aide à guérir de la dépendance affective? Alors évidemment, je crois en mon métier, donc je vais dire que se faire accompagner, c'est quand même la clé. En fait, on peut être aidé de plein de choses, parce que je pense qu'on peut trouver des outils. Enfin, moi, en tout cas, je suis en train de créer des outils pour ça. Mais la réalité, c'est que la dépendance affective, c'est hyper complexe et que c'est des blessures profondes. Donc, le faire seul, on va peut-être mettre 10 ans. Et Hmm. moi, je me suis rendu compte que j'ai fait une thérapie, ça m'a aidé sur plein de choses, mais en sortant de la thérapie, j'étais là: «OK, mais j'ai pas d'outils, en fait. C'est quoi concrètement?» Et parce qu'on n'a pas travaillé la dépendance affective et c'est pour ça après que j'ai fait ce métier et j'ai peut-être passé vraiment 2 années à étudier la dépendance affective en long, en large, en travers, à devoir expérimenter aussi qu'est-ce qui fonctionne pas, pour pouvoir donner les bons outils derrière. Donc je pense que se faire accompagner, c'est bien par une personne qui connaît vraiment le sujet, parce que ça va te permettre de comprendre quels sont vraiment tes mécanismes. Après, si vraiment tu veux démarrer seul, tu peux, tu vois, tu peux en fait te lancer dans un truc où tu dis, OK, je vais prendre toutes mes relations et je vais regarder quels sont les points communs dans toutes mes relations. Qu'est-ce qui m'a attiré chez telle personne? Comment la relation elle s'est passée? Comment moi j'ai agi? À partir de quand? Parce que souvent il y a ça, hein, c'est je fais la meuf indépendante et puis tout d'un coup en fait je me retrouve à parler de mes sentiments, puis la personne elle se barre. Enfin voilà, on a toujours tous un schéma un peu répétitif et d'essayer de comprendre en fait pourquoi j'ai été attirée par ces personnes-là, pourquoi je suis restée, de vraiment en fait aller à l'intérieur de soi et analyser, décortiquer toutes ces relations. Et si on veut aller plus loin, c'est un petit exercice aussi à faire, c'est qu'une fois qu'on a fait ça, je pense que c'est important de voir aussi la relation avec nos parents et de faire le parallèle entre les deux et de voir ce qu'on recherche aussi dans l'une et dans l'autre. Parfois, c'est complètement l'inverse et parfois, Hmm. ça se regroupe. Donc voilà, mais vraiment, je pense que c'est important d'abord de comprendre tout son schéma relationnel, tous les mécanismes. Moi, je le dis hein, au début des accompagnements, je dis, je te demande rien, juste de t'observer. Hmm. Quelles sont les pensées qui sont là, quelles sont les croyances qui sont là, c'est quoi ton discours intérieur, comment tu t'es comporté dans tes relations, comment les gens se sont comportés avec toi. Il faut d'abord essayer de se comprendre soi pour comprendre, voilà, pour arriver en disant, OK, maintenant j'ai ça, et il faut que je me sorte de ça. Parce que si tu t'observes pas et que tu es dans le déni en disant, de toute façon, je rencontre que des connards, bah, en fait, tu prends pas ta responsabilité et tu pourras pas régler le problème si tu vois pas qu'il y a un problème. Non, mais c'est sûr, ouais. T'avances pas sinon. Hmm. Ok. J'aime bien demander ça, j'ai oublié de te le préciser avant l'enregistrement du podcast, mais est-ce que, et c'est ok s'il y en a pas qui te viennent, mais est-ce qu'il y a un livre qui t'a marqué sur ce sujet-là ou que tu pourrais recommander aux éditeurs? En général, ils aiment bien les recommandations lecture. Ouais, il y a un livre et encore, je demande vraiment à prendre du recul sur tout ce qui est dit parce que j'ai jamais trouvé un livre où j'étais d'accord avec, tout à 100%. Je Mhm. crois que le livre s'appelle «Vivre avec la dépendance affective». Ok. À lire avec du recul. À lire avec du recul parce que, pour moi, c'est en fait, rien n'est une vérité absolue, mais même ce que je dis, hein, finalement, c'est pas ça le titre. Ah si, non, «Vaincre la dépendance affective», ça s'appelle. Ok. Hem, Parce qu'en fait, ouais, rien n'est une vérité absolue pour moi, même ce que je dis, il y a sûrement des choses qui parlent pas. Je pense que c'est important de prendre du recul, de se dire: «OK, est-ce que je suis d'accord avec ça? Est-ce que moi ça me concerne ou pas?» Et de Discernement. pas juste se dire: «Ah bah, si je lis ça, ça me concerne pas, donc c'est bon, je suis pas dépendant affectif» ou «Ah bah si, ça me concerne, ah si, c'est complètement moi» et trouver des problèmes là où on les voyait pas finalement. Ouais. Donc vraiment, voilà, prendre de la distance avec toutes les lectures qu'on a. Faire preuve de discernement comme dans tout dans la vie, j'ai envie de vous dire. Exactement, exactement. Ok. Eh ben, écoute, on va se quitter sur ce que tu proposes. Si tu as envie de nous parler un petit peu de tes offres actuelles, de tes accompagnements, voilà, n'hésite pas. Et de ton podcast aussi, qui est une pépite pour ce sujet. Bah, déjà, je vais parler de mon podcast parce que c'est quand même là que je raconte le plus de choses. Il y a plus d'une centaine d'épisodes, donc si vous y allez maintenant, vous pouvez, voilà, il y a de quoi faire et de quoi écouter. Donc mon podcast, c'est «La vie a un plan pour toi». Normalement, je poste un épisode par semaine. C'est pas toujours le cas, mais normalement, c'est ça.
Après, en termes d'accompagnement, bah, je mets mon focus sur les accompagnements individuels en ce moment. C'est des accompagnements qui durent 4 mois où vraiment c'est hyper intense parce que bah, je suis avec mes clients quasiment tous les jours, hein. On peut me contacter, etc. Donc c'est très, très, très intense. Et là, je suis en train de créer un autre accompagnement qui sera un accompagnement de groupe avec voilà, un peu hybride avec des vidéos, etc. pour bien, bien comprendre toutes ces choses-là, des exercices aussi. Voilà, donc il y a pas mal de choses qui arrivent là d'ici la fin de l'année. Mais après, voilà, mon accompagnement chouchou, ça reste mon accompagnement individuel parce que je peux aller dans le cœur de l'histoire de chacun de mes clients. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour tout ce que tu fais, à ta contribution dans le monde pour qu'on ait des relations plus saines. Je Merci. mettrai toutes les infos de toute façon dans la description du podcast. Vous pourrez retrouver le compte d'Oria, son site, etc. Tout ce que vous avez besoin pour la retrouver. Et puis, ben, merci encore pour ta présence. C'était très chouette de te recevoir et on sent que tu es passionnée par le sujet et je pourrais t'écouter pendant des heures. Merci Lolita. Merci à toi.